Né dans une famille ouvrière néo-zélandaise, Bruce McLaren a dû faire face à des difficultés physiques dès son plus jeune âge, mais a refusé de se laisser définir par elles. Passionné par les voitures et la course automobile, il est parti de ses humbles débuts pour devenir l'un des plus grands noms du sport automobile. Voici comment le rêve et la détermination d'un garçon pauvre ont donné naissance à l'une des équipes de course les plus performantes au monde. Jeunesse. Un garçon aux grands rêves. Bruce McLaren est né le 30 août 1937 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, de Lee et Ruth McLaren. Son père tenait une petite station-service et un atelier, qui sont devenus sa seconde maison. Dès son plus jeune âge, Bruce était fasciné par les voitures. L'odeur de l'huile et le bruit des moteurs démontés et remontés ont éveillé en lui une passion profonde. Il passait souvent des heures assis à regarder son père travailler, posant des questions et étudiant l'assemblage de chaque pièce du moteur. Les premières années de Bruce n'ont pas été sans difficulté. À l'âge de 9 ans, on lui diagnostiqua la maladie de Peart, une maladie rare qui touche l'articulation de la hanche et peut entraîner une invalidité permanente. Après 2 ans de traitement, son état s'améliora, même si sa jambe gauche resta plus courte que la droite. Marchant légèrement en boitant, Bruce savait qu'il n'aurait jamais la force physique des autres pilotes. Mais il savait aussi que la réussite en course ne résidait pas seulement dans la force. C'était une question de stratégie, de précision et de compréhension de la machine. Dès qu'il fut suffisamment fort, Bruce retourna à l'atelier de son père, déterminé à mettre ses connaissances en pratique. Ses premières difficultés lui avaient donné non seulement des connaissances techniques, mais aussi une force mentale, une qualité qui allait définir sa carrière de pilote et la naissance de l'héritage McLaren. Un amour grandissant pour la course. La fascination de Bruce McLaren pour les voitures s'est rapidement transformée en un amour profond pour la course automobile. Mais il ne se contentait pas de regarder. Il voulait construire et piloter lui-même des voitures. À 14 ans, Bruce construisit son premier kart avec des pièces détachées trouvées dans le garage. C'était simple et brut, mais son talent naturel pour l'ingénierie était déjà visible. Il modifia le moteur et le châssis du kart pour en améliorer la vitesse et la maniabilité. Son premier essai se solda par un choc contre une clôture. Mais loin de se décourager, Bruce commença immédiatement à travailler sur des ajustements pour améliorer l'équilibre et le contrôle. Il était clair qu'il n'était pas un simple garçon aimant les voitures rapides. Il avait une intuition mécanique que peu possédaient. À 16 ans, Bruce participa à sa première course officielle, une course de côte. Il participa à une Austin 7 Ulster, une petite voiture agile que son père l'aida à préparer. Malgré son inexpérience, la performance de Bruce émerveilla les autres concurrents. Sa maniabilité fluide, ses réflexes rapides et sa capacité à lire la route lui donnèrent un avantage concurrentiel. Bruce, encore adolescent, se retrouva à courir contre certains des plus grands noms du sport automobile. Bien qu'il ne gagnât pas, sa performance fut remarquable. Il se montra à la hauteur de pilotes internationaux expérimentés et termina devant de nombreux concurrents chevronnés. Cette course marqua un tournant pour Bruce. Il avait prouvé qu'il n'était pas seulement un talent local. Il était prêt pour la scène mondiale. Entré dans le monde de la course automobile, l'impressionnante performance de Bruce McLaren au Grand Prix de Nouvelle-Zélande ne passa pas inaperçue. Parmi les spectateurs se trouvait Jacques Brabon, le pilote australien de Formule 1 déjà reconnu dans le monde de la course. Brabon fut impressionné non seulement par la fluidité de conduite et la maîtrise technique de Bruce, mais aussi par son calme sous la pression. Après la course, Brabon approcha Bruce et lui offrit la chance de sa vie, courir en Europe, le cœur du sport automobile. En 1958, à seulement 20 ans, Bruce fit ses valises et quitta la Nouvelle-Zélande avec pour seules armes son équipement de course et une détermination farouche. Il rejoignit l'écurie Cooper de Brabon comme apprenti pilote et mécanicien. À l'époque, Cooper était réputé pour ses moteurs arrière innovants, qui commençaient à révolutionner la Formule 1. Bruce ne se contentait pas d'apprendre la course. Il bénéficiait d'une formation pratique en ingénierie automobile de pointe. Sa percée eut lieu au Grand Prix d'Allemagne de 1958, où il marqua ses premiers points en Formule 1, un exploit remarquable pour un débutant. Puis vint la course qui allait changer sa carrière à jamais. En 1959, au Grand Prix des États-Unis à Sebring, Bruce devint le plus jeune pilote de l'époque à remporter une course de Formule 1, à seulement 22 ans. Sa victoire n'était pas un hasard. Bruce avait fait preuve d'un sang-froid remarquable, analysant parfaitement les conditions de course et exécutant des dépassements impeccables.
Sa compréhension de l'usure des pneus, de la charge en carburant et de l'équilibre des voitures lui conférait un avantage stratégique sur les pilotes plus expérimentés. La victoire de Bruce le propulsa sous les projecteurs. Il n'était plus seulement considéré comme le protégé de Jacques Brabon. Il était désormais une étoile montante à part entière. Au cours des années suivantes, Bruce continua d'obtenir d'excellentes performances avec Cooper, montant sur le podium et s'imposant comme l'un des jeunes pilotes les plus prometteurs du sport. Mais il ne se contenta jamais de piloter. Il cherchait à comprendre pourquoi certaines voitures étaient plus rapides que d'autres. Il passait autant de temps au garage avec les mécaniciens que sur la piste, étudiant l'impact des réglages du châssis, des suspensions et de l'aérodynamique sur les performances. En 1963, sa curiosité et sa quête de perfection s'étaient transformées en ambition plus grande. Il commença à se demander pourquoi il aidait les autres à construire des voitures rapides alors qu'il pouvait construire la sienne. Bruce imaginait une voiture conçue non seulement pour être rapide, mais aussi pour être adaptable, une machine capable de s'adapter aux différentes conditions de piste et aux préférences des pilotes. Cette année-là, il prit la décision audacieuse de quitter Cooper et de fonder sa propre écurie. Avec une petite équipe d'ingénieurs et de mécaniciens, Bruce fonda McLaren Racing dans un petit atelier en Angleterre. Son objectif était simple mais ambitieux, construire la voiture de course la plus rapide et la plus innovante au monde. Bruce ne construisait pas seulement une voiture. Il construisait un héritage. Le chemin vers le sommet serait semé d'embûches et de revers, mais ses premières expériences l'avaient préparé pour le chemin à venir. Il savait que le succès en course ne résidait pas seulement dans la vitesse. C'était une question de précision, d'innovation et de résilience, de revers et de défis. Créer sa propre écurie de course était un pari audacieux et risqué pour Bruce. En 1963, lorsqu'il fonda McLaren Racing, il savait que construire une voiture de course compétitive de A à Z nécessiterait non seulement une ingénierie exceptionnelle, mais aussi un soutien financier important, un atout dont il ne disposait pas. Contrairement à des écuries établies comme Ferrari et Lotus, qui bénéficiaient de décennies de financement et d'expérience, Bruce partait de zéro avec une petite équipe d'ingénieurs et de mécaniciens travaillant dans un modeste atelier en Angleterre. Il misait tout sur sa capacité à concevoir et à construire une meilleure voiture. Les premiers défis pour Bruce furent de taille. Trouver des sponsors fut difficile. Si sa réputation de pilote talentueux lui permit d'obtenir un soutien initial, cela ne suffisait pas à couvrir les coûts de conception, de construction et d'essai d'une Formule 1 compétitive. Bruce et sa petite équipe travaillaient de longues heures, dormant souvent à l'atelier et vivant du salaire minimum. Bruce était profondément impliqué dans chaque aspect de la conception de la voiture, de la forme du châssis au positionnement des composants de suspension. Il n'était plus seulement un pilote, il était désormais ingénieur et manager d'écurie. La première McLaren, la M1A, fut achevée en 1964. Elle fut engagée en Can-Am, une ligue de course automobile nord-américaine très compétitive. La M1 a connu des éclairs de génie, Bruce lui-même la conduisant vers plusieurs victoires. Mais des problèmes mécaniques et de fiabilité rongèrent la voiture. Défaillance de suspension, surchauffe du moteur et dysfonctionnement de la boîte de vitesse coûtèrent de précieux points à l'équipe. La frustration de Bruce grandit, mais il refusa d'abandonner. Après chaque course, il s'asseyait avec son équipe pour examiner chaque détail des performances de la voiture, cherchant des moyens d'améliorer sa tenue de route et sa fiabilité. En 1965, Bruce connut l'un de ses revers les plus dévastateurs. Lors d'essais sur le circuit de Goodwood, une de ses voitures subit une panne de frein catastrophique, provoquant un accident à grande vitesse. Bruce sortit de l'accident avec des blessures légères, mais les dégâts subis par la voiture et le moral de l'équipe étaient considérables. La pression financière s'accentua, les sponsors commençant à douter de la capacité de McLaren à devenir un jour un concurrent sérieux. Bruce dut prendre une décision difficile, réduire le développement ou foncer et risquer la ruine financière. Il opta pour la deuxième option. En 1966, McLaren entama sa première saison de Formule 1 avec la M2B, mais la voiture était sous-motorisée et peu fiable. Le moteur Ford manquait de puissance pour rivaliser avec les Ferrari et Lotus, qui dominaient la discipline. Bruce ne termina qu'une seule course cette saison-là, le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais il accusait déjà plusieurs tours de retard sur les leaders. Les critiques commencèrent à murmurer que Bruce avait commis une erreur en créant sa propre équipe. Mais il vit les revers différemment. Ce furent des leçons.
Il a travaillé en étroite collaboration avec les motoristes pour développer un moteur plus puissant et plus fiable, tout en peaufinant le châssis et l'aérodynamisme de la voiture. La percée a finalement eu lieu dans la série Can-Am. En 1967, Bruce a présenté la McLaren MCA, une voiture construite avec des matériaux de pointe et dotée de caractéristiques aérodynamiques innovantes. Bruce et son équipe étaient passés maîtres dans l'art d'allier construction légère et moteur puissant, créant une voiture rapide et équilibrée. Cette saison-là, McLaren a dominé la série Can-Am, remportant 5 des 6 courses. Bruce avait prouvé que son équipe pouvait construire une voiture gagnante et, plus important encore, il avait démontré que McLaren était désormais une force sur laquelle il fallait compter. Pourtant, la route en Formule 1 restait semée d'embûches. En 1968, McLaren décrocha un contrat avec Cosworth pour son puissant moteur DF20V. La persévérance et les connaissances techniques de Bruce lui permirent de modifier le châssis de la voiture pour l'adapter parfaitement au nouveau moteur. Cette année-là, Bruce remporta la première course de Formule 1 de McLaren au Grand Prix de Belgique, une victoire monumentale qui fit taire les critiques et consolida la place de McLaren dans le sport. Les revers de Bruce furent brutaux, difficultés financières, pannes mécaniques et accidents quasi mortels. Mais chaque échec lui apprit quelque chose. Sa capacité d'analyse et d'adaptation donna à McLaren l'avantage sur les écuries plus établies. Sa résilience devint le fondement de l'identité de McLaren Racing. Une équipe bâtie non seulement sur la vitesse, mais aussi sur une capacité à résoudre les problèmes et à innover sans relâche. Les défis auxquels Bruce avait été confronté ne l'avaient pas brisé. Ils avaient fait de lui le leader et le visionnaire qui allait bientôt changer le visage de la Formule 1. L'ascension de McLaren vers la gloire. Après la victoire de Bruce McLaren au Grand Prix de Belgique en 1968, McLaren Racing commença à s'imposer comme une véritable puissance dans le monde de la course automobile. Cette victoire n'était pas seulement un coup de chance. Elle témoignait clairement de l'efficacité de l'approche McLaren en matière de conception automobile et de stratégie de course. Mais construire une voiture compétitive n'était que la moitié du chemin. Bruce devait désormais prouver que McLaren pouvait pérenniser son succès au plus haut niveau du sport automobile. En 1969, McLaren présenta la M7C, une évolution de la M7A. Bruce et ses ingénieurs se concentrèrent sur l'amélioration de l'équilibre et de la maniabilité de la voiture, en étroite collaboration avec Cosworth pour optimiser les performances du moteur DF20V. Les résultats furent immédiats. Bruce et son coéquipier Denny Hulme, néo-zélandais et ancien champion du monde de Formule 1, commencèrent à terminer régulièrement dans le top 5. Bien que McLaren ne remporte pas le championnat cette année-là, l'écurie s'impose comme un sérieux prétendant au titre, gagnant le respect des écuries rivales dans la presse sportive. Parallèlement, McLaren domine la série Can-Am en Amérique du Nord. La McLaren M8A, lancée en 1969, est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Propulsée par un imposant moteur Chevrolet de 7 litres et dotée d'un design aérodynamique raffiné, la M8A est quasiment imbattable. Bruce et Hulme raflent la saison Can-Am 1969, remportant toutes les courses sauf une. Les voitures McLaren n'étaient pas seulement rapides. C'étaient des œuvres d'art conçues avec un niveau de précision et de souci du détail que peu d'autres équipes pouvaient égaler. Le succès de l'écurie McLaren en Can-Am leur assure une stabilité financière, ce qui permet à Bruce d'investir davantage dans leur programme de Formule 1. En 1970, Bruce présenta la McLaren M14A, une Formule 1 modernisée, conçue pour capitaliser sur le succès de la série M7. Son souci du détail se manifestait dans chaque aspect de la conception de la voiture. Il avait développé un nouveau système de suspension pour améliorer la stabilité en virage et collaboré avec Goodyear pour créer des pneus capables d'encaisser les virages à grande vitesse sans surchauffe. Bruce était non seulement un pilote brillant, mais aussi un pilote d'essai doué. Il pouvait détecter le moindre déséquilibre dans la voiture et savait le traduire en ajustements mécaniques. Mais 1970 allait être une année à la fois triomphale et tragique. En début de saison, Bruce réalisa d'excellentes performances en Formule 1, terminant régulièrement dans les points. L'écurie McLaren était enfin sur le point d'accéder à l'élite de la F1. Puis, le 2 juin 1970, la tragédie frappa. Bruce. Il testait une nouvelle McLaren M8D sur le circuit de Goodwood lorsque la carrosserie arrière s'est détachée à grande vitesse. La perte de stabilité aérodynamique a provoqué un tête-à-queue incontrôlable et une collision avec un mur. Bruce a été tué sur le coup. Il n'avait que 32 ans.
Sa mort a provoqué une onde de choc dans le monde de la course automobile. McLaren Racing avait perdu son fondateur, son leader et son moteur. Pour beaucoup, cela semblait être la fin du rêve McLaren. Mais Bruce avait bâti plus qu'une simple équipe. Il avait instauré une culture d'innovation, de précision et de résilience. Et en son honneur, McLaren allait perdurer malgré cette perte. Héritage et impact sur le sport automobile. La mort tragique de Bruce McLaren en 1970 a laissé un vide dans le monde de la course automobile. Mais son influence sur le sport automobile était loin d'être terminée. Les fondations qu'il avait bâties, une équipe définie par l'innovation, la précision et la résilience, ont permis à McLaren Racing non seulement de survivre à sa disparition, mais aussi d'atteindre des sommets encore plus élevés. Il appartenait désormais à l'équipe qu'il avait laissée derrière lui de perpétuer sa vision. Denny Hulme, coéquipier et ami de longue date de Bruce, devint le pilier de McLaren Racing après sa mort. Hulme dirigea l'équipe avec la même détermination tranquille que Bruce. En 1971, McLaren continua de dominer la série Can-Am, Hulme et Peter Revson menant la McLaren M8F améliorée à la victoire dans 8 des 10 courses. Le succès de McLaren en Can-Am fut sans précédent. L'équipe remporta 5 championnats consécutifs de 1967 à 1971, faisant de McLaren le nom le plus dominant du sport automobile nord-américain. Le véritable âge d'or de McLaren eut lieu à la fin des années 1980 et au début des années 1990, lorsque les pilotes légendaires Erin Senna et Alain Prost remportèrent plusieurs championnats. La McLaren Honda MP4/4 pilotée par Senna et Prost en 1988 reste l'une des voitures les plus dominantes de l'histoire de la Formule 1, remportant 15 des 16 courses de cette saison. L'héritage de Bruce était clair. L'accent mis sur la construction légère, la maniabilité supérieure et l'adaptabilité, qui avaient fait le succès initial de McLaren, produisaient désormais des résultats exceptionnels sur la scène internationale. McLaren est également devenu un acteur majeur des voitures de route haute performance. La division automobile McLaren, créée dans les années 2010, produisait des voitures de route portant l'ADN de Bruce, légères, méticuleusement conçues et conçues pour la vitesse et la maniabilité. Des modèles comme la McLaren P1 et la McLaren 720S reflétaient la conviction profonde de Bruce, une voiture doit être le prolongement du pilote, parfaitement réactive et équilibrée. Aujourd'hui, McLaren demeure l'une des marques les plus performantes et les plus respectées de Formule 1. L'écurie a remporté plus de 180 grands prix, 12 titres de champion des pilotes et 8 titres de champion des constructeurs. Les voitures McLaren continuent d'incarner l'esprit pionnier de Bruce, alliant technologie de pointe et design axé sur le pilote. Le centre technologique McLaren de Woking, en Angleterre, témoigne de la vision de Bruce, un centre de pointe où ingénieurs et designers continuent de repousser les limites de la performance automobile. L'héritage de Bruce McLaren ne se mesure pas seulement en victoires et en championnats. Il se reflète dans la culture d'innovation et d'excellence qu'il a instaurée. L'histoire de Bruce, ce jeune néo-zélandais pauvre qui a surmonté la maladie et l'adversité pour construire les meilleures voitures de course au monde, reste l'une des histoires les plus inspirantes de l'histoire du sport automobile. Que pensez-vous de l'héritage de Bruce McLaren? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo.